jeune femme qui a été tabassée pour des raisons manifestement qu'on va vous expliquer dans quelques secondes. Mais est-ce qu'on peut déjà peut-être écouter le témoignage de la mère de Samara qui était ce matin sur l'antenne de CNews et que j'ai interrogé longuement et puis que Charles L'Huillier a également interrogé. Je vous propose d'écouter l'interview qu'a faite Charles L'Huillier. J'ai parlé avec plusieurs copines de Samara qui me disent madame, Samara elle est coquette, Samara elle s'arrange, Samara elle se maquille un peu, et puis cette jeune fille est voilée. Je vois pas le chose. Ma fille aussi est pratiquante, on l'a traité de koufar. Voilà, on l'a traité de koufar. Koufar, ça veut dire mécréante, c'est une traduction de mécréante. Voilà, ma fille elle est traitée de mécréante alors que voilà, elle est saine d'esprit, elle n'a pas. Ils ont peut-être une version peut-être de la religion qui est différente de la nôtre, mais votre fille s'habille voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin, elle est pas voilée, voilà. Et un exemple, ma fille, voilà, avait mis une couleur rouge sur ses cheveux. Au bout d'une semaine, elle m'a dit, maman, c'est plus possible. Toute la journée, c'est des rires, c'est des moqueries, des insultes, voilà, c'est ça, c'est des insultes. Oui, c'est des insultes en arabe. C'est des kahba, ça veut dire pute. Voilà, ça veut dire pute. Elle est traitée de pute à longueur de journée. Elle a pris la décision au bout de la fin de la semaine de se reteindre les cheveux en marron, alors qu'elle adorait la couleur rouge. Mais c'était plus vivable en fait. C'était quelque chose qui choquait, alors que pour autant ça choque pas. Moi ça me choque pas. Je suis sa maman. Elle est peut-être jeune fille, mais voilà, elle a le droit de s'exprimer, mais je sais pas si c'est les raisons, mais je tends à aller vers de lourds soupçons. Voilà, de lourds soupçons de ça, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Cette élève, elle est en 3e, ma fille elle est en 4e, elle est plus jeune qu'elle, ils ont pas du tout le même cercle d'amis. Enfin, il y a rien qui les relie en fait, mis à part peut-être cette jalousie. Voilà, c'est ça. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Hasiba. Hasiba est donc la mère de l'adolescente Samara, et on essaiera d'ailleurs tout à l'heure d'être en contact avec Hasiba. Elle était hier sur CNews. Là, je suis dépassée. J'ai l'impression, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur même de les laisser sortir. Et si ma fille s'en sort, je sais même pas si j'oserais même pas la rescolariser. J'ai peur. Autre réaction, Christine, cette fois-ci, qui est la grand-mère de Samara, donc la mère de Hasiba, et je vous propose de l'écouter. D'après les copines, ça fait 3 ans que ça dure, des harcèlements, toujours des mêmes jeunes. Il y a une semaine, elle a été battue. Ils l'ont attrapée, ils l'ont frappée dans le dos, un gars. Elle l'a pas dit à ma fille, elle a rien raconté. Et hier, elle est partie à l'école. Le professeur principal a téléphoné à ma fille pour lui dire qu'il y avait des garçons qui lui en voulaient. Et ma fille a demandé à ce que ma petite fille reste à l'école, qu'il la garde jusqu'à son retour. Elle a rappelé la vie scolaire en début d'après-midi pour bien leur dire qu'elle venait à la sortie la chercher, et ils l'ont jetée à la fosse aux lions. Avant d'être avec Charles L'Huillier, qui a recueilli toutes ces interviews, écoutons Sophie Béjean, qui est rectrice de l'Académie de Montpellier. C'est un acte grave, l'enquête est en cours. Il y aura une procédure judiciaire qui fera la clarté des événements. Dans l'établissement, nous enclencherons les procédures disciplinaires en direction des auteurs de cette agression lorsque les faits auront été établis. Voilà, alors j'exprime vraiment tout mon soutien à la famille, à la maman. Beaucoup d'émotions. C'est une maman qui est solide, qui a dit beaucoup de bien de l'établissement, qui a dit combien sa fille et aussi son fils, qui est scolarisé ici, sont bien pris en charge, sont bien accompagnés, sont heureux. Sophie Béjean, j'entends ce que dit la rectrice, mais j'entends aussi, lorsqu'elle dit cela, qu'elle parle, elle pense à sa place, ou elle parle de l'établissement, de l'Académie de Montpellier. La mère, elle ne dit pas exactement cela, et au contraire, elle remet en cause cet établissement qui n'a pas sécurisé ou qui n'a pas suffisamment protégé sa fille mardi à 16h, lorsque sa fille est sortie avec des jeunes gens qui l'attendaient depuis midi. C'est ça qu'elle nous disait tout à l'heure lorsque nous étions avec elle sur CNews. Carl Olive, enfin, député Renaissance des Yvelines, il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. On voit bien la fracture de la société dans tous les secteurs. Et moi, j'appelle au dialogue interculturel.
au dialogue entre les religions, parce que ça me paraît très important. Et je reste à ma place. C'est ce qu'on a fait à Poissy, tous les 3 mois. Pour tout vous dire, alors, je pense que l'apaisement dans nos quartiers, dans nos villes, passera aussi par un apaisement par les représentants de l'ensemble des cultes. On va marquer une pause. Charles L'Huillier est avec nous. Rebonjour Charles, puisque nous nous sommes sur l'antenne d'Europe 1 à 9h et on va pouvoir continuer. Peut-être avez-vous d'ailleurs de nouvelles informations. C'est l'occasion aussi peut-être en tout cas, l'information la suivante, c'est que l'Académie va à nouveau s'exprimer et c'est pour cette raison que une représentante, en tout cas, ou une chargée de communication du rectorat va prendre la parole, sans doute avant la fin de matinée. C'est l'unique information dont je dispose à l'heure qu'il est. On va marquer une pause. C'est l'occasion aussi de vous féliciter pour la qualité de ce travail que vous avez fait sur place et notamment de ce témoignage très fort à Assiba que vous avez obtenu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matin, Europe 1 était la seule radio à expliquer pourquoi cette jeune femme avait été agressée. Et c'est grâce à votre témoignage que vous avez mis à l'antenne que nous avons pu avoir des éclaircissements. Il est 11h11, on marque une pause, à tout de suite. Et vous pouvez... Et nous sommes donc avec Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1. Charles, plusieurs questions évidemment à vous poser. Depuis combien de temps cette jeune fille, Samara, était-elle harcelée ? En fait, ça fait 1 an et demi, d'après ce que m'ont dit Christine, la grand-mère, et Assiba, la maman, ça fait 1 an et demi que Samara est harcelée au sein de cet établissement, harcelée à cause de sa tenue vestimentaire, harcelée à cause aussi du fait qu'elle peut fréquenter des garçons comme toutes les jeunes filles de son âge, et donc ça a commencé par des insultes, ça s'est transformé en cyberharcèlement également, ça c'était ces dernières semaines, et puis en réalité ce qu'il s'est passé mardi, donc il y a 2 jours, ça a été finalement le coup de grâce, malheureusement, avec effectivement de lourdes blessures, un traumatisme crânien avec écoulement sanguin. Alors elle a été placée en coma artificiel, grâce à Dieu elle en est sortie hier matin, mais en tout cas on a eu très très peur, et c'est vrai que c'est un harcèlement qui était latent dans ce collège donc, et qui malheureusement s'est conclu par quelque chose qui aurait pu se terminer en drame. Alors évidemment la responsabilité du collège est posée. Est-ce que le proviseur était au courant ? Alors, il y a eu des signalements de la part de Assiba, la maman que vous avez longuement entendue sur CNews il y a quelques minutes. Il y a eu des signalements, mais c'est vrai que on n'a pas pris Assiba au sérieux. On n'a pas pris Samara, cette jeune fille, au sérieux. La maman, d'ailleurs, en est même allée jusqu'à penser que c'était sa propre fille, Samara, qui était en cause. Et en réalité, c'est là où on voit toute la difficulté qu'ont les parents, mais également peut-être, et j'ose le dire, la déconnexion qui règne au sein de l'éducation nationale, parce que je peux vous dire vraiment, et je me suis entretenu avec beaucoup de parents aux abords de ce collège, personne n'a vu venir ce qu'il s'est passé mardi. Personne. Il y a non seulement la question du harcèlement au sein du collège, il y a également la question du cyberharcèlement en dehors du collège. Et c'est vrai que là-dessus, l'éducation nationale, pardon pour ce terme, est un petit peu lâche, parce que elle considère, cette éducation nationale, que le cyberharcèlement, comme c'est en dehors des grilles du collège, n'est pas de son ressort. En réalité, un petit peu quand même. Cette jeune femme, évidemment, vous disiez qu'elle est toujours à l'hôpital et elle était dans le coma, mais elle va pouvoir s'exprimer, ou en tout cas elle s'est exprimée, mais manifestement elle ne se souvient de rien, disait sa mère Assiba. Alors, est-elle dans le déni ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'elle est vraiment, véritablement en situation d'amnésie ? C'est ce qu'a dit Assiba, sa maman, d'ailleurs, à notre micro. Ça, c'est une véritable question. Mais c'est vrai que pour l'instant, à l'heure qu'il est, sa maman m'a dit qu'elle n'était pas du tout capable de répondre aux autorités sur ce qu'elle a vécu mardi dernier. Elle ne se souvient de rien. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est dans le déni ? Est-ce qu'elle a volontairement voulu supprimer ce traumatisme de sa mémoire ? Ça, c'est la question. Mais il est tout à fait possible. Que la mémoire lui revienne et qu'elle puisse donner des éléments qui seront déterminants, j'imagine, pour la suite de l'enquête. Charles L'Huillier, qui est avec nous, correspondant d'Europe 1 en direct de Montpellier, et qui nous parle de cette jeune femme, Samara, adolescente de 14 ans, de confession musulmane, c'est important de le dire, qui a été agressée devant son collège parce qu'elle ne portait pas le voile. On disait qu'il y avait une responsabilité globale de l'établissement, mais il y a peut-être également une responsabilité ponctuelle sur la journée de mardi, puisque on apprend que depuis midi et demi, un groupe de jeunes attendait Samara, que l'établissement
elle a quitté l'établissement à 16h, manifestement, et que l'établissement l'a laissé sortir sans protection alors qu'il y avait ces jeunes gens qui attendaient Samara. Oui, et en plus c'était public. Il y avait eu un appel sur le réseau social Snapchat, un réseau social très connu chez les adolescents, un appel public pour régler son compte à Samara. Donc véritablement, il est vrai que les autorités et même le corps éducatif auraient pu techniquement, dans l'absolu, être au courant de ce qu'allait se passer. Mais oui, vous l'avez dit, elle est sortie comme si de rien n'était, comme si c'était une fin d'après-midi normale et est arrivé ce qui est arrivé. Et alors, est-ce que finalement le corps éducatif était au courant? Est-ce que le corps éducatif, le corps enseignant au sein de cet établissement s'est dit peut-être que ça n'arrivera pas, c'est pas la première menace publique qu'il y a donc sur les réseaux sociaux? Là pour l'instant, je vous l'avoue Pascal, je n'ai pas de réponse. Mais vous savez que le monde change forcément et les métiers aussi changent. Et dans l'établissement public, dans un collège aujourd'hui, peut-être faut-il désigner quelqu'un qui ne fasse que du réseau social, que des réseaux sociaux pour surveiller ce qui se passe sur son propre établissement et sur ses propres élèves. C'est une question de moyens, mais on voit bien que le cyberharcèlement existe, donc on pourrait imaginer, pourquoi pas, c'est une question en tout cas posée au ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il faut une cellule dans chaque lycée, dans chaque collège, qui étudie ce qui se passe, ce qui se dit sur les élèves qui sont scolarisés dans l'établissement. Je crois que nous avons fait le tour, Charles Lhuillier, des interrogations qu'on pouvait avoir. Si je peux me permettre, Pascal, il y a également la question du séparatisme. On est dans un quartier qui s'appelle La Paillade à Montpellier. C'est un quartier qui est très cosmopolite. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, certains bars où les femmes ne peuvent pas aller. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Si c'est une réalité, moi je vous invite à faire un reportage, Charles, parce que si vraiment il y a des bars dans Montpellier... Ce n'est pas le seul quartier de France dans cet état, vous le savez très bien. Oui, mais moi je suis peu sur le terrain aujourd'hui, mais s'il y a vraiment, si cette réalité existe, s'il y a dans le quartier de la Mosson, dans le quartier de la Paillade, que je connais, puisque c'est là que jouait l'équipe de Montpellier en football, s'il y a des bars où les femmes ne peuvent pas entrer, je pense que le travail du journaliste, c'est de montrer cette réalité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je veux pas évidemment cibler la manière dont aujourd'hui l'actualité est rapportée, mais le témoignage que vous avez eu, et on ne citera évidemment pas d'autres radios, mais d'autres radios l'avaient également. Et ces radios ne l'ont pas diffusé, Charles Lhuillier. Et ça, je trouve que c'est très intéressant quand même. Pardon, mais je veux pas blâmer mes confrères. Oui, je sais. Je peux tout à fait comprendre qu'il y a chez certains de nos confrères une volonté de ne pas stigmatiser. Et je vous le dis en toute transparence, Pascal, j'ai beaucoup hésité à diffuser ce témoignage parce que c'est révélateur d'une réalité. Et j'ai eu peur, en diffusant ce témoignage, si vous voulez, de mettre le feu aux poudres, de mettre de l'huile sur le feu sur une situation, un contexte qui est déjà incandescent dans certains quartiers en France. Et bon, alors, évidemment, vous m'avez décomplexé à ce sujet, et depuis des années, Pascal Praud, mais faut pas avoir de pudeur de gazelle. Et quand il y a une réalité à dire, il faut la dire. Voilà, notre métier est fait tout simplement pour témoigner la réalité. Je récuse toujours l'expression mettre de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que elle sous-entendrait qu'il y a le feu, mais qu'il ne faut pas le dire. Donc c'est une expression que je récuse toujours et tout le temps. Nous ne sommes pas là ni pour mettre de l'huile sur le feu ou pas, et j'entends souvent d'ailleurs cette expression dite par les politiques, dite pourquoi pas par les journalistes, mais je maintiens mon analyse. Dire cela, c'est avouer qu'il y a le feu, mais qu'il ne faudrait pas le dire, au nom de ne pas jeter de l'huile dessus. Non, notre métier, c'est tout simplement de témoigner avec, évidemment, avec check et contre-check, comme on dit, de vérifier toutes les informations. Mais la réalité, elle doit venir, me semble-t-il, jusque aux oreilles, en l'occurrence, de l'auditeur. Je vous remercie beaucoup, Charles. Vraiment, merci. Marjorie est avec nous et Marjorie voulait peut-être intervenir. Marjorie, vous habitez où ? Oui, bonjour Pascal. J'habite dans la région de Strasbourg. Et déjà, tout simplement, je voulais dire un grand soutien à cette maman
parce que c'est un véritable drame. Moi, je vais juste partager mon expérience, où j'ai une fille, une ado de 13 ans, qui est au collège. Et un jour, là, cette année, je lui disais, mais quand même, pourquoi tu t'habilles toujours en jogging, en basket, en sweat? Je dis, avant, tu t'habillais, tu mettais des petites robes, des petites jupes. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais maman, réveille-toi, je suis obligée de m'habiller comme ça. Sinon, on m'embête. Je suis obligée de mal parler. Et là, j'ai eu une véritable discussion avec ma fille où j'avais l'impression que c'était une jungle, le collège. Et en fait, et pourtant c'est pas un collège, on va dire à difficulté ou dans une ZEP ou quoi que ce soit. C'est un collège, on va dire de petite ville. Et là, j'ai été vraiment très surprise. Et moi, je peux vous dire que ça m'a quand même interpellée qu'une ado, et donc je lui ai demandé, j'ai mis tes copines, c'est pareil, et c'est exactement pareil. Et je peux vous dire qu'elle a une copine qui se faisait, ça fait à peu près 1 an, qu'elle se faisait harceler tout le temps, ça y tirer la capuche, mettre des petites claques derrière la tête, l'insulter, et au quotidien. Et ma fille, plusieurs fois, a fait des on va dire ce qu'on appelle des rapports auprès des CPE. Et à un moment donné, ça a ricoché sur ma fille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça en est arrivé aussi à ma fille. Et moi, je peux vous dire, Pascal, je suis même pas passée par la case conciliation. Moi, j'ai appelé une fois l'établissement. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, où ça cesse, je vais directement à la gendarmerie. Ça a continué un petit peu. J'ai pas rappelé l'établissement pour dire écoutez, il faudrait quand même faire quelque chose. Je suis allée directement à la gendarmerie. Et là, je peux vous dire que par contre, je suis tombée sur la gendarmerie de la ville où je suis extrêmement compétente. Ils m'ont passé tout de suite, ils ont un référent qui travaille avec le collège et ils sont allés directement au collège. Ils ont pris le nom de ma fille, sa classe, exactement les faits et tout. Et ça s'est réglé. Je peux vous dire que la principale, elle a convoqué tout le monde et ça s'est réglé. Donc, vous voyez, je pense aussi que à un moment donné, il faut les parents, je pense, qui disent ouais, on veut pas intervenir parce que les enfants, c'est des petits problèmes d'ados, de gamins. Eh bien, donc, faut tout de suite, en fait, sortir l'artillerie lourde. Et en arriver à ce que des gamines soient entre guillemets embêtée parce qu'elle s'habille. Non, mais c'est une réalité qui n'est pas. En fait, le problème de notre, et c'est pour ça que je pointe souvent la responsabilité médiatique. C'est-à-dire que les choses devraient être dites telles qu'elles sont. Voilà, c'est ça. Voilà. Dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça notre métier. Et pour plein de raisons, aujourd'hui, ces choses-là sont minorées, sont invisibilisées, ne sont pas rapportées, etc. Et ceux qui les rapportent sont pointés du doigt. Je parlais de CNews dans une autre émission. Tout à l'heure, j'étais sur CNews. Je rapportais que Mediapart, pour ne pas le nommer, fait en ce moment une enquête qu'elle feuilletonne sur son site internet. Et le titre, c'est « La fabrique de la haine ». La fabrique de la haine. Bon, puisque il nous arrive de rapporter, par exemple, comme je l'ai fait ce matin pendant 50 minutes, ce qui s'est passé à Montpellier. Oui, Marjorie, je vous propose, Marjorie, d'écouter Hasiba, qui est donc la mère de cette adolescente, la mère de Samara, qui témoignait tout à l'heure sur CNews. On est resté une 20aine de minutes avec elle et évidemment, son témoignage est très poignant. Depuis l'an dernier, en fait, ça a commencé. Voilà, elle a eu la jeune fille qui a été interpellée avait créé compte sur Samara, une photo d'elle avec un appel au viol. À partir de là, cette élève a été sanctionnée et ça a continué. Voilà, cette jeune fille, elle est voilée. Ma fille, voilà, comme vous disiez, elle s'habille à l'européenne. Je vois que ce motif, en fait, qui
qui justifie cet acharnement envers ma fille, parce qu'ils ont ni le même cercle d'amis, elle est plus grande qu'elle. Voilà, il y avait aucun différent entre eux, et voilà, c'était physique. Elle aimait pas ma fille, elle pouvait pas la voir en fait. Donc elle s'acharnait constamment sur elle. Voilà, des crachats, des insultes. On l'a traitée de mécréante. On lui disait que voilà. Et au bout d'un moment, ma fille, elle craquait. Elle rentre à la maison, elle me dit maman, voilà, bon, je la voyais d'une teinture à une autre, elle changeait. Elle avait voulu faire une couleur rouge à ses cheveux. Au bout d'une semaine, au bout de tellement d'insultes, elle en arrivait à devoir se reteindre les cheveux. Elle me dit maman, c'est pas possible, on m'insulte, je change. Elle changeait pour les autres, mais bon, moi je comprends pas. Je suis de la même communauté que cette jeune fille. Je suis de confession musulmane. Ma fille pareil, et on comprend pas cette version de la religion que ces personnes ont. Témoignage édifiant de Hasiba, la mère de l'adolescente Samara, et elle rappelle que Hasiba est musulmane, que sa fille est musulmane, mais qu'elle n'envisage pas la religion de la même manière que cette jeune femme qui l'a attaquée. Je vais vous remercier, Marjorie. Oui, Pascal, si vous me permettez un dernier mot. Je vous en prie. La Maison France brûle et on regarde ailleurs. Écoutez, pour paraphraser une célèbre phrase. Oui, j'entends. Mais c'est vrai que ces sujets-là, déjà, ils sont évoqués aujourd'hui alors qu'il y a 20 ou 30 ans, ils n'étaient pas évoqués. Il y a certaines personnes qui me disent qu'il y a 20 ans, c'était déjà le cas et on n'en parlait pas, mais ça existait de la même manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes info. Peut-être que cette réalité est plus présente, mais c'est vrai qu'elle a de quoi nous inquiéter, bien évidemment. Et merci à vous d'être la petite voix. Écoutez, c'est pas moi, c'est toute la rédaction d'Europe 1, c'est Charles L'Huillier qui est sur place, c'est les reporters qui nous écoutent, c'est toute votre rédaction, et voilà, parce que je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays. Je pense que vous avez raison là-dessus. Je pense que je passe mon temps à dire, moi, 80% des journalistes contre 80% des Français. J'ai pas de preuve de tout cela, bien sûr. Je le dis. Je pense que dans cet espace médiatique, c'est pas tant d'ailleurs que les gens pensent différemment, c'est qu'ils ont peur ou qu'ils sont formatés ou qu'ils ne veulent pas faire de vagues ou etc. Voilà, pas de vagues. Bon, Olivier est avec nous. Olivier, bonjour Olivier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous Olivier. Vous habitez Béziers. Donc, oui, tout à fait. Peut-être vous-même êtes-vous confronté à ces difficultés. J'entends parfois le maire de Béziers, Robert Ménard, parler des difficultés du vivre ensemble. Oui, bon, alors je ne parlerai pas du maire de Béziers parce que je trouve que ses idées sont parfois un peu fanfrelues, à partir à gauche à droite, mais c'est pas le débat. Moi, ce qui m'inquiète surtout, si vous préférez, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette montée de la religion. La religion qui est de plus en plus prenante, en fait, dans tous les débats. Il n'y a pas un jour maintenant en France où on ne parle pas, et je suis désolé, il faut poser les mots, de l'islam qui pose un problème de terrorisme, qui pose un problème de laïcité. On n'entend pas parler des catholiques, on n'entend pas parler de la religion juive, etc. On a un problème, malheureusement. Alors attention, je ne fais pas de avec généralité. L'islam radical, hein. Voilà, je ne fais pas de généralité avec tous les pratiquants. C'est l'exact contraire. C'est-à-dire que là, vous avez, c'est intéressant, vous avez deux musulmans. Vous avez Samara, musulmane, et elle est attaquée par une autre musulmane. Alors, donc, c'est un cas d'école, quasiment sans jeu de mots. Non mais Samara, pour moi, qui, si je ne dis pas de bêtises, est originaire de la communauté harki. Est-ce qu'il n'y a pas une petite liaison avec ça aussi ? Alors là-dessus, j'avais Louis Alliot tout à l'heure, le maire de Perpignan, et c'est vrai que lui-même disait qu'il avait été alerté par la communauté harki, que derrière cet règlement religieux, il y avait aussi une possibilité de vengeance, si j'ose dire, 60 ans plus tard, contre les harkis. Bon, c'est la guerre d'Algérie sur le sol de France, d'une certaine manière. C'était évidemment Monsieur Alliot qui le disait, il faut vérifier et valider tout ça. Regardez Pascal, on a bien eu l'export du conflit à bande de Gaza-Israël en France. Vous savez, je pense que maintenant tout est prétexte et je vais employer des mots peut-être qui sont un petit peu durs, mais c'est comme ça que je les pense en tout cas. Il y a quelques siècles de cela, il y a une religion qui a voulu s'étendre dans toute l'Europe à force d'actes violents et autre chose. Moi, qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? C'est qu'on a des pays qui, nous on a quand même vanté la séparation de l'État et de la religion en 1905, ça commence à dater un petit peu, en tout cas qui est agressé par des actes journaliers,
parce que le niveau d'agression à la laïcité, parce que c'est de l'agression, c'est plus de l'atteinte. Hein. Je veux dire, quand on en vient à molester des gens, à menacer des proviseurs, pour moi c'est de l'agression, qui sont en explosion entre 2022 et 2023. Bien sûr, on n'a pas les chiffres de 2024. Maintenant, je pense qu'il faut, c'est même plus une réponse rigide. Là, faut se réveiller un petit peu à un moment donné. Bien sûr, les musulmans ont libre choix de leur culte, et tant mieux. Seulement, moi j'estime qu'un culte, si vous préférez, c'est pas à travers une croix qu'on peut porter sur soi, c'est pas à travers un voile qu'on peut mettre sur soi, c'est une foi intérieure. Alors moi je suis agnostique, je suis pas croyant particulièrement, mais en tout cas si j'ai quelque chose en lequel je dois croire, je vais le croire à l'intérieur de moi et je vais embêter personne avec. Et j'estime que c'est un petit peu ça en fait l'image d'un vrai pieux, d'un vrai religieux. Je vois pas pourquoi à chaque fois on vient nous enquiquiner avec ce système là où les gens, oui mais bon attendez, les musulmans faut pas mélanger, etc. Je pense que les bons justement nous embêtent pas, justement, et qu'en fait leur image est ternie par rapport à tout ça. Mais force est de constater que là on a des attaques incessantes tous les jours, des actes le plus bas qui commencent avec l'atteinte à la laïcité à l'école entre guillemets, même si c'est déjà une provocation pour moi qui est immense, et pour finir après aux actes terroristes. Regardez Pascal, mais sincèrement, quand on parle maintenant de ces faits les plus graves, on parle de quelle religion à chaque fois? Il y a toujours une connotation de religion, ou alors on dit qu'ils sont des accès. C'est pas compliqué, hein. Écoutez, cette émission permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Nous sommes effectivement dans une séquence qui a commencé il y a quelques années, qui se terminera je ne sais quand, et qui pose le problème du vivre ensemble, de pouvoir être en harmonie sans que la religion vienne donner ses injonctions dans la vie de tous les jours. Voilà, mais c'est-à-dire que la difficulté des religions, la religion catholique il y a plusieurs siècles, plusieurs années en tout cas, plusieurs dizaines d'années, était un commandement dans la vie de tous les jours. Elle l'était au 18e, au 19e, sans doute siècle, et bien avant encore. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. C'est-à-dire que les gens ont pris de la distance. Les catholiques ont pris de la distance avec cela. Bon, manifestement, toutes les religions peut-être ne sont pas au même, ne voient pas les choses de cette manière-là aujourd'hui. Peut-être y a-t-il un travail à faire sur d'autres religions pour imaginer que la religion, c'est intime. La religion, ça ne vient pas dans l'espace public. Là, c'est le principe de la laïcité. La religion, ce n'est pas pour imposer à l'autre sa manière de vivre, sa manière de vêtir, sa manière de penser, sa manière de boire, sa manière de manger, etc. C'est pas ça, la religion. Mais en tout cas, c'est pas ça en France avec notre principe de laïcité. Simplement, la laïcité, ça veut rien dire pour les gosses. Vous parlez de laïcité pour un gosse de 15 ans, il ne comprend même pas le concept. Donc, ils ont des cours quand même maintenant. Oui, mais bon. Vous savez, moi, en fait, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Moi, on m'a jamais parlé des valeurs de la République dans les années 70, et pour cause, on n'avait pas à en parler parce qu'elles existaient. Jamais. Bon, on m'a jamais parlé de la laïcité. Je n'ai pas souvenir de parler de la laïcité dans les années 70, et pour cause, parce qu'elle était absolument pas enfreinte. Enfreinte ou enfreinte? Enfreinte. Elle n'était pas enfreinte. Donc, et tout ça est venu après. De la même manière, le vivre ensemble. Personne, quand j'avais 12 ans, me parlait du vivre ensemble pour une raison simple, c'est qu'on vivait ensemble. Il n'y avait aucun souci. Moi, je jouais au football. Je jouais avec des gens qui étaient de toute culture et de toute religion, et ça ne posait même pas un problème. Personne n'a imaginé que ça pose de problème. Donc, tout ça est venu après. Bien évidemment, alors moi je vous parle de 78, 79, j'avais 15 ans, 14 ans, etc. Bon, même qu'à 80 c'était pareil. Hein. Merci Olivier, vous habitez Béziers, vous avez quel âge vous Olivier? J'ai 43 ans. 43 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis technicien dans le développement durable. Bon, et vous travaillez aujourd'hui? Non, aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais pourquoi vous travaillez pas aujourd'hui? Parce que j'ai... à chaque fois que je pose une question à des gens, ils travaillent pas. Vous êtes bien content. Parce que j'ai pris une journée. Ah, voilà. Voilà. La Oui, j'aime aussi.